Bonsoir à tous et bienvenue sur cette webconférence. Je vous vois vous connecter et dites-moi, pitié, ce soir, si vous arrivez à aller dans discuter ou dans le chat. Ça dépendra de si vous êtes sur l'application ou sur le navigateur. Est-ce que le chat fonctionne? Est-ce que vous arrivez à nous mettre des messages pour nous dire que vous êtes bien là ce soir? Nous dire un bonsoir et tout. Ah, je vois Aurélie, voilà, Marianne, Marc, ça a l'air de Super. fonctionner. Donc, effectivement, vous avez vu qu'il y a des changements. Donc, le chat fonctionne et essayez d'utiliser l'espace Q&R ou questions-réponses. Pareil, ça dépend, c'est pas écrit pareil selon si vous êtes sur l'application ou le navigateur web. Mais utilisez-les, s'il vous plaît, là pour Claire, pour Laurence. Mettez dans discuter. Comme ça, on peut garder les questions-réponses qui sont uniquement pour les médecins qui sont là ce soir. Ça sera plus simple pour nous de d'identifier les questions à leur poser. Euh, pour Malika aussi, allez dans discuter pour nous dire bonsoir et vraiment garder l'espace questions-réponses. Je sais que la semaine dernière, ça n'a pas fonctionné, mais cette semaine, tout fonctionne, donc on va essayer d'utiliser ça correctement. Donc n'hésitez pas, voilà, à continuer à nous dire d'où vous venez, ça sera avec grand plaisir. Et du coup, moi, je vais laisser la parole à Sophie pour nous présenter le programme et les intervenants. Voilà, eh bien écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous revoir à cette nouvelle webconférence sur la rechute du myélome multiple et les nouveaux traitements. Je vais laisser nos intervenants se présenter. Donc le professeur Tarte, le docteur Carlin et Laurent Gillot qui vous dira un petit mot après. Bonjour à tous, moi je m'appelle Karine Tart. Pour certains qui se sont déjà connectés à ces webconférences, on a peut-être déjà eu l'occasion d'interagir. Moi je travaille à Rennes, je suis plutôt dans le domaine de la recherche et de la biologie, euh, et donc je m'intéresse notamment aux nouveaux traitements dans le myélome et dans les hémopathies d'une façon générale. Bonjour à tous, Lionel Carlin. Alors moi je suis plus du côté clinique. Je suis hématologue, praticien hospitalier à l'hôpital Lyon Sud, donc à Lyon. Et notre cher président, Laurent. Alors, pour la je n'ai pas beaucoup parlé parce que je tousse beaucoup. Je suis juste là pour souhaiter bonne année à tous d'abord et puis donner un petit coup de main à la technique et puis répondre au chat, ce qui concerne l'association. Voilà. Mais Sophie, je te laisse gérer avec Audrey cette belle webconférence. Merci à nos intervenants. Donc, je voulais, avant de passer la main à Audrey, qui va vous donner des informations sur Mielonet, vous dire que nous avons eu, hélas, un désistement. Nous attendions le professeur Touzeau qui ne sera pas avec nous ce soir. Et le professeur Touzeau, quand il y a deux intervenants, c'est plus pratique, on va dire, parce que pendant qu'une personne répond, l'autre peut écrire et vous répondre directement dans l'onglet questions-réponses. Donc, ne vous inquiétez pas si ça ne va pas tout à fait assez vite. Vous aurez, même dans la FAQ, Audrey va vous expliquer les réponses, mais peut-être un petit peu en différé. En tout cas, on fait le maximum pour vous répondre à toutes et à tous ce soir. Si ce n'est pas à l'écrit, eh bien, on se fera plaisir de répondre à l'oral. Voilà, Audrey, je te repasse la main. Alors, merci Sophie. Effectivement, je repasse la main et je rebondis juste sur le sujet de la FAQ. Donc oui, effectivement, sachez que sur Mielonet, donc vous avez plein d'actualités sur le myélome. L'inscription est très très simple ou la connexion, tout dépend où vous en êtes. Si jamais vous avez des soucis, tout en bas du site, il y a un formulaire de contact et c'est moi qui vous réponds. Voilà, donc comme ça, vous êtes au courant. Et donc, dans Mielonet, vous allez trouver deux parties. La partie plus médicale et la partie, on va dire, mieux vivre avec son myélome. Donc, on peut vraiment trouver de
toutes les informations dont on a besoin. Il y a également en nouveauté un forum de discussion, là où en fait vous avez déjà des thématiques et vous avez juste à aller dans la thématique qui vous intéresse, à mettre votre message, voilà. Et il y a effectivement des tuteurs qui sont là pour vous répondre. Hors grosse période de vacances scolaires et juillet, août, parce que voilà, nos tuteurs ont aussi le droit d'avoir des vacances, bien évidemment. Et donc, pour cette fameuse FAQ, eh ben, elles sont, cette FAQ, donc c'est une foire aux questions. Et elle est triée aussi également par sujet des webconférences. Et donc, on a à cœur de reprendre les questions que vous nous posez, qu'on généralise, parce que, comme on vous le dit souvent, euh, le but, c'est qu'on réponde à un maximum de questions, mais qu'elles puissent correspondre au plus grand nombre. Donc, on les généralise et les médecins qui font partie de l'IFM et qui sont là pour répondre à vos questions, y répondent et on les poste au fur et à mesure. Donc, des fois, quelques jours après les webconférences, on remet à jour, on réactualise le contenu. Voilà. Donc, effectivement, Mielonet, c'est aussi 2 cycles de webconférences. Donc là, on est dans le premier cycle, on va dire, vu qu'on est à la suite de la JNM et le prochain sera en mai-juin. Et actuellement, je peux vous dire qu'on frôle les 1000 inscriptions sur Mielonet. Donc vraiment, merci à vous. Merci de votre fidélité pour ces webconférences et sur la plateforme. Et on vous attend vraiment très, très nombreux sur le forum. N'ayez pas peur, on n'a jamais mangé personne. Voilà. Voilà, donc nous allons débuter cette webconférence avec les traitements de la rechute. Donc, Audrey, c'est toi qui as la main, je crois, pour passer les slides. Voilà. Donc, docteur Carlin ou professeur Tarte, comme vous voulez, peut-être docteur Carlin pour la partie clinique. Oui, la partie clinique, donc celle qu'on voit en routine, hein, un petit peu tous les jours, quand on vous suit, vous tous, qu'on suit le myélome. Donc effectivement, après une rémission, donc très souvent, on a maintenant avec nos nouveaux traitements des réponses très profondes. Et donc du coup, on voit les marqueurs de la maladie souvent disparaître. Donc les marqueurs de la maladie, vous les connaissez, hein, c'est la conséquence de cette prolifération de plasmocytes au niveau de la moelle, c'est la production, la sécrétion d'un anticorps qui est monoclonal parce qu'il vient de cellules qui vont se reproduire à leur propre image. Et donc, cet anticorps, c'est le même, c'est un anticorps qui sert à rien, mais qu'on va voir quand on va étudier toutes les protéines de sang, et notamment ces anticorps par l'examen qu'on appelle l'électrophorèse des protéines sériques. Et donc cet anticorps apparaît sous la forme d'un pic. Et ça, c'est essentiel parce que c'est finalement une des seules maladies en médecine où on a un marqueur biologique qui va suivre de manière quasi fidèle la quantité de cellules. Et ça, évidemment, c'est une aide considérable pour faire le diagnostic et c'est une aide considérable pour faire le suivi de la maladie, donc pour vérifier que la maladie réponde bien au traitement, où là, on s'attend à voir le pic diminuer, voire disparaître. Évidemment, après, ça va nous servir pour la surveillance, puisque on va être à l'affût, parce qu'on sait que le myélome, c'est encore une maladie qu'on n'arrive pas complètement à éradiquer et qui un jour va pouvoir se réveiller. Et donc, lorsqu'il va se réveiller, on va voir les marqueurs réapparaître. Donc, ces marqueurs qui sont le pic, l'anticorps monoclonal dans le sang, et puis parfois on retrouve aussi une partie de l'anticorps, ce qu'on appelle des chaînes légères, dans les urines. C'est pour ça que dans le suivi, on fait à la fois des prises de sang et des prélèvements d'urine. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, on va définir la rechute, le réveil de la maladie après une phase d'endormissement. Et donc, il va y avoir deux grandes situations. Il y a une première situation où on ne va avoir que la réapparition du marqueur sanguin ou urinaire sans symptômes osseux notamment, sans problème rénal, sans fatigue liée à une anémie. Et là, on va parler de rechute biologique.
Et puis, de manière un peu différente, on va pouvoir avoir des symptômes quand la maladie est plus évoluée et qu'elle va le redonner, comme ça peut être au diagnostic, des lésions osseuses pouvant occasionner des douleurs, ou alors quand les chaînes légères sont très importantes dans les urines, une insuffisance rénale, une anémie, quand l'infiltration par les plasmocytes de la moelle est importante. Et donc là, on a une maladie qui devient symptomatique. Alors, évidemment, ce qu'on cherche à éviter, c'est l'atteinte d'organes dans le myélome, c'est l'atteinte de l'os, c'est l'atteinte du rein. Et donc, bah, ça va faire un peu le lien avec les diapositives suivantes. On va aujourd'hui préférer débuter un traitement au stade de rechute biologique sans forcément attendre les événements cliniques qu'on veut éviter. Et donc, bah, ça va être un suivi biologique hein, qu'on va faire tous les 3 à 4 mois, parfois tous les 6 mois. Et puis, quand on va voir les marqueurs réapparaître, bah, on va se demander est-ce qu'on traite ou est-ce qu'on traite pas? Ça, c'est la question évidemment qu'on se pose tout le temps. Alors, la réponse, elle va dépendre évidemment, déjà, bah, s'il y a une atteinte clinique, là, c'est sûr qu'on va traiter. Et puis, parfois, c'est vrai qu'on a des révolutions plus ou moins rapides. Alors, quand la révolution est très lente et qu'il n'y a pas de problème osseux ou rénal, que les choses se font de manière très progressive, il arrive qu'on puisse continuer à suivre sans forcément tout de suite traiter, parce que avoir des périodes bah, sans traitement, c'est toujours bien, évidemment. À l'inverse, quand on voit un pic qui augmente assez vite, c'est ce qu'on appelle la cinétique de progression, bah là, on va se dire, bon, si j'attends trop, il risque d'y avoir une augmentation trop importante et du coup des événements cliniques. Et donc là, on va très souvent décider un traitement. Alors, bah, pour la nature des... Alors, je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade. C'est déjà des questions sur les médicaments. Alors, peut-être Il y que avait, Karine te si- laisse peut-être détailler les docteur, possibilités docteur, thérapeutiques. Là. il y avait une question sur, par rapport au. Alors, je ne sais, que faut-il penser du deuxième pic et de son évolution? Je ne sais pas ce que la personne entend par deuxième pic. Oui, alors normalement, lors du suivi d'un myélome, quand la maladie réapparaît, c'est le même pic qui réapparaît. Il y a des situations très rares où on a un autre pic, éventuellement un autre clone qui apparaît. C'est pas très fréquent. Alors, ce qu'on voit de temps en temps quand on regarde les électrophorèses, c'est peut-être ça le sens de la question, c'est plusieurs pics. Il y en a un grand, puis il y en a un petit à côté. Alors ça, en général, ça a la même signification, c'est le même anticorps, simplement il y a des anticorps qui se mettent parfois sous forme seule, on nous dit qu'ils sont des monomères et parfois ils s'assemblent. On dit qu'ils se mettent en dimères et parfois on n'a que les chaînes légères. Et donc comme là les caractéristiques de charge électrique et de taille et de poids sont différentes, bah, ça peut migrer à des endroits différents et ça peut faire plusieurs pics. Donc parfois on voit effectivement deux pics mais qui en réalité correspondent à la même immunoglobuline monoclonale. Ok, merci, docteur. Sophie, Sophie, il on faut t'entend pas. réactiver le micro parce qu'en fait, il y a un écho. Faut juste qu'on réactive deux fois nos micros. C'est à cause des haut-parleurs. Hop, là, je fais la demande. Voilà. Oui, attends, je ne vois plus Alors, il y a une question, tant que on est dans les caractéristiques techniques, mais une question sur les chaînes légères. Est-ce que l'examen des chaînes légères, qu'on fait maintenant de manière très sensible dans le sang, Oui, dispense de faire un examen d'urine? Alors, c'est vrai que les analyses d'urine, ça barbe un peu tout le monde parce que c'est pénible à faire. Alors maintenant, les urines de 24 heures, moi, c'est vrai que moi, je les fais quasiment jamais parce que c'est compliqué, c'est pas très agréable à faire. Alors, on demande souvent un échantillon. Alors, effectivement, maintenant qu'on a ce dosage des chaînes légères libres sériques dans le sang qui est très sensible, souvent, quand on voit un réveil de la maladie, d'ailleurs, ça apparaît avant la réapparition dans les urines. Moi, j'aime bien quand même surveiller les urines parce que on peut toujours avoir parfois l'apparition d'une protéine dans les urines qui n'est pas forcément la chaîne légère et qui peut être le témoin d'une atteinte rénale de caractéristiques, de causes un petit peu différentes. Donc pour ça, alors c'est vrai qu'on va être aujourd'hui amené probablement à les faire moins souvent, ces analyses d'urine, mais je pense que c'est bien quand même de les faire de temps en temps, justement pour avoir un œil sur l'évolution qu'il peut y avoir au niveau rénal notamment. et la diurèse, c'est un indicateur.
Alors la durée, c'est la quantité d'urine. Alors ça, c'est un indicateur quand on fait l'analyse des urines sur 24 heures, parce que ça permet de calculer précisément la quantité de protéines dans les urines. C'est quelque chose alors, qu'on est encore obligé de faire dans les essais cliniques, parce que ça répond aux classifications encore en vigueur, aux critères de réponse notamment. C'est vrai qu'en routine, on le fait de moins en moins. Donc les urines de 24 heures, je pense que c'est en train, quelque chose qu'on est en train quand même un peu de laisser tomber parce que c'est vraiment fastidieux et puis finalement c'est pas toujours très exact. En général, l'analyse sur échantillon nous donne les renseignements qu'il nous faut. D'accord. Il y a une personne qui demande ce que c'est qu'un inhibiteur du protéasome, un imide et aussi un imide. Bah là, je vais peut-être laisser Karine répondre du coup. Voilà. On va y revenir, je crois, dans une slide ultérieure, mais bon, de façon très, très schématique, c'est juste des médicaments qui agissent de façon très différente. Donc, le protéasome, normalement, dans une cellule, c'est un organelle qui va servir à dégrader les protéines. Et quand vous avez une production de protéines, certaines sont mal formées ou sont pas utiles, elles sont détruites dans le protéasome. Et les plasmocytes, c'est des cellules qui sont hyper riches dans une protéine qui est l'immunoglobuline, celle qui est détectée d'ailleurs, on parle d'anticorps aussi, hein, qui vient d'être évoqué, dont on détecte un pic monoclonal. Et donc, quand on bloque le protéasome par l'une des molécules qui est mentionnée sur cette diapositive, eh bien, les plasmocytes sont très sensibles à ce blocage du protéasome et vont mourir en fait par cet effet-là. À l'inverse, les imides, donc qui sont des immunomodulateurs, la thalidomide, bon, c'était vraiment la démonstration de l'efficacité de ces molécules, mais il y a beaucoup d'autres générations, enfin, c'est plutôt celles qu'on utilise quand même aujourd'hui. Mais enfin bref, les imides, ce sont des molécules qui agissent complètement différemment en interagissant avec d'autres effecteurs dans la cellule et qui surtout ont un rôle pas seulement sur la cellule cancéreuse, mais sur les cellules immunitaires qui sont autour de cette cellule cancéreuse, notamment sur les lymphocytes T et d'autres cellules, et qui vont aider ces cellules à être plus efficaces. Donc, c'est des choses qui sont très différentes en termes de mécanismes d'action, qui sont complémentaires. D'ailleurs, bon, dans le myélome, généralement, on associe, bah, c'est marqué d'ailleurs, plusieurs classes de molécules, mais ça, peut-être le clinicien voudra le réexpliquer. Et donc, ce n'est pas du tout le même mécanisme d'action. Et ça se distingue aussi la figure des anticorps monoglobaux, notamment la deux anticorps qui ciblent la molécule CD38, qui, eux, se ciblent bien sur la tumeur, mais vont activer des cellules du micro-environnement. Et on va le voir, je pense, sur les slides. Donc, en fait, ça, ce sont bien des classes de molécules qui agissent avec des mécanismes complètement différents. Et c'est pour ça qu'on peut les associer, parce qu'elles ne ciblent pas le même mécanisme d'action. Et donc, on va avoir une synergie entre elles, puisqu'on va attaquer finalement la cellule tumorale par des mécanismes complètement différents. Voilà. Je ne sais pas, Lionel, si tu veux compléter. Non, 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 je crois que c'est Voilà. Bon, l'essentiel, c'était pour dire effectivement. l'essentiel, hein, parce que forcément, Voilà, pas sûr qu'on va aller beaucoup. non, c'est ces grandes familles, finalement, trois grandes familles qui apparaissent presque maintenant aujourd'hui comme des anciens médicaments, en fait, les Oui. anti-CD38, les immunomodulateurs, Ouais. les inhibiteurs du protéasome. C'est des médicaments qui, sur les 15 dernières années, nous ont permis de faire d'énormes progrès. D'abord dans les situations avancées, puis après dans les premières phases de traitement, les premières lignes, hein. Aujourd'hui, on fait des quadruplettes en première ligne, hyper efficaces. Et puis, bah, on va en discuter juste après. On a maintenant des nouvelles immunothérapies qui arrivent, qui sont en train de tout chambouler aussi, d'efficacité extraordinaire. Donc, tout change très vite, mais tant mieux, hein, Comme Olivier n'est pas là, je vais dire ce qu'il dit toujours, c'est-à-dire que ces médicaments, ils restent au cœur de la prise en charge du myélome. Et ce que dirait, mais peut-être toi aussi, mais ce que dirait Olivier, c'est que c'est pas parce qu'en première intention, on va pas vous donner un CAR-T tout de suite que vous avez un traitement qui n'est pas efficace. Il faut pas oublier que Ah ces oui. traitements, voilà, c'est vraiment au cœur de la stratégie de prise en charge initiale du myélome avec des efficacités qui ont complètement changé par rapport à quand moi j'étais en thèse il y a donc on va dire quelques années, où vraiment, voilà, aujourd'hui, ces médicaments-là, notamment en association, ont complètement révolutionné la prise en charge du myélome et continuent d'être au cœur des stratégies thérapeutiques. Et quand on vous prescrit ça, c'est un bon traitement pour la prise en charge initiale de votre pathologie. Ouais, ouais, C'est en effet important de le préciser. Voilà, parce que c'est vrai que voilà, faut pas dire, mais j'ai pas un quartier tout de suite, mon Dieu, on me prend pas bien en charge. Voilà, c'est tout à fait normal et ces traitements restent très efficaces.
dans les questions là, qui concernent les traitements, évidemment, c'est quand même lourd, quel que soit le traitement qu'on reçoit, c'est pas anodin. Et parfois, je vois une personne qui dit, mais moi, je suis en rémission, pourquoi il faut que j'aille tous les mois à l'hôpital faire mon injection de Dara, puisque je suis en rémission? Ouais, ouais, ça, je l'avais vu, là. Cette question, bah, c'est effectivement une question très intéressante et finalement aussi une question un peu brûlante, hein, parce que maintenant qu'on a des traitements de plus en plus efficaces, on est en train de se demander si on peut pas, à la limite, en faire une durée fixe. Alors, c'est vrai que pour l'instant, finalement, avec toutes les familles, ces trois familles notamment de molécules dont on a parlé là, juste avant, cette combinaison en synergie a montré bon, une efficacité en termes de réponse, évidemment, et après aussi de durée de rémission, mais on a quand même, dans ces situations-là, montré aussi que si on avait ces durées de rémission très très longues, c'est parce qu'on arrivait aussi à poursuivre longtemps les traitements. Si on prend l'exemple par exemple du daratumumab, souvent associé au lénalidomide, c'est vraiment la combinaison des deux qui a permis de vraiment d'améliorer tous ces traitements, notamment les traitements de la rechute. Mais c'est vrai que ça reste des traitements continus dans le temps parce que le risque, c'est que si on les arrête, même dans une situation de rémission, on a évidemment plus de risques que la maladie revienne plus vite que si on les arrête pas. Donc, souvent, ça reste des traitements aujourd'hui continus. Et moi, c'est vrai que ma conception des choses, c'est quand un traitement marche bien, c'est d'essayer de l'exploiter au maximum, si tant est que la tolérance est acceptable, bien sûr, mais essayer d'aller au maximum au bout de ce traitement avant d'arrêter ou avant d'en changer. Mais cette question-là va se poser d'autant plus avec les nouveaux médicaments qui arrivent. Alors, les carticelles, évidemment, puisque c'est un traitement par injection unique. Et puis aussi avec les anticorps bispécifiques dont on parlera, qui ont une efficacité tellement extraordinaire, tellement remarquable, qu'on est en train de se poser la question et d'essayer de designer des essais où il y a une durée fixe. Voilà. Oui, je Ah, disais dans toute cette classe de médicaments, les alkylants qui sont quand même un peu plus lourds, c'est vrai, comme traitement, c'est donné aussi en routine. ouais, alors ça c'est un peu finalement le côté un peu paradoxe du myélome, c'est qu'on a tellement de médicaments qu'il y en a qu'on va plus utiliser. Alors soit parce qu'ils sont moins bons que les autres, soit parce qu'ils ont un peu fait leur temps. Alors c'est vrai que les alkylants, hein, c'est un médicament majeur du myélome, hein. Avant d'avoir tout ça, ben, le traitement reposait là-dessus. Et d'ailleurs, l'autogreffe, c'est une forte dose d'un médicament alkylant, c'est utiliser ses propriétés, l'effet dose de ce médicament, et c'est ce qui, très longtemps, a été finalement le traitement le plus efficace. Parce qu'on n'avait pas des traitements avant l'autogreffe comme on a aujourd'hui, et que c'était surtout ça qui faisait le travail. Alors effectivement, c'est de la chimiothérapie conventionnelle avec le traitement intraveineux, la nécessité parfois de poser des cathéters, les effets secondaires de la chimiothérapie qui ne sont pas là pour le coup des thérapies ciblées, et donc il va y avoir les effets collatéraux sur les autres organes, chute des cheveux, effets qu'on connaît de la chimiothérapie, nausées, vomissements, toxicité hématologique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on les utilise, alors on les utilise bien sûr encore dans l'autogreffe, mais c'est vrai qu'en dehors de ça, on les utilise plus vraiment lors des réveils de la maladie, et par exemple chez les gens chez lesquels on décide de ne pas faire d'autogreffe, on ne les utilise plus et on utilise les nouveaux médicaments. Donc ça a été effectivement un petit peu mis de côté, et peut-être qu'un jour d'ailleurs, enfin moi c'est ce que je pense, peut-être dans quelques années, on arrivera à ne plus faire d'autogreffe, et donc peut-être que là les alkylants disparaîtront complètement à la faveur des nouvelles immunothérapies. Voilà, parce que juste pour bien que ce soit clair pour tout le monde et pour vraiment continuer sur ce que vient de dire Lionel, hein, dans l'autogreffe, c'est pas l'autogreffe en tant que telle qui fait l'effet, puisqu'en fait, on vous réinjecte vos propres cellules, hein. Donc, par contre, ça vous permet de tolérer un traitement par chimiothérapie très lourd qui, lui, va être efficace et on vous redonne vos propres cellules pour que vous puissiez récupérer suite à ce traitement. Donc, ça reste dans le cas de l'autogreffe, c'est bien ces alkylants qui sont des agents majeurs de l'efficacité clinique de l'autogreffe. L'auto- euh, Docteur Camin, l'autogreffe est peu utilisé en rechute. Oui, l'autogreffe,
Maintenant, on l'utilise quasiment plus même en rechute, parce que du coup, parce que alors déjà, on n'a jamais finalement. Alors parfois, on le faisait quand la première avait très bien marché. Par exemple, il y Ouais. avait eu 5 ans, 6 ans, 10 ans de rémission après une première autogreffe. On se disait, bah, après une deuxième, on va encore refaire bien. Alors ça, c'est en fait, c'est pas complètement vrai parce que quand on utilise un traitement qu'on a déjà utilisé, souvent, quand même, ça marche un petit peu moins bien. Refaire une deuxième autogreffe, bah, c'est un peu retaper une deuxième fois sur la moelle osseuse notamment, qui peut se fatiguer un petit peu. Donc la récupération hématologique n'est pas forcément si évidente. Et puis finalement, à l'arrivée des nouveaux médicaments qu'on a utilisés depuis quelques années maintenant en deuxième intention, il n'y a aucun essai finalement qui a permis de montrer que c'était utile de refaire une autogreffe. Donc pour toutes ces raisons, maintenant on ne la fait plus, on ne la fait qu'en première ligne. Merci. Audrey, on va peut-être passer la slide suivante. Voilà, donc on arrive à l'onglet questions. Y a-t-il des critères qui peuvent présager une rechute du myélome à court terme? Donc, je crois que vous l'aviez expliqué tout à l'heure, c'est la cinétique peut-être. Alors peut-être Des- Karine, je ne sais pas si tu veux parler des caractéristiques là qu'on peut. Non, mais bah, aujourd'hui, ce qui est clair, et c'est malheureusement souvent le cas, on n'est pas exactement capable de prédire chez un patient donné l'ensemble de son devenir clinique. C'est toute la difficulté. On n'a pas quelque chose d'aussi simple. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y a quand même des types de myélomes qui ont des caractéristiques biologiques différentes et qui sont associés à des risques. C'est toujours à l'échelle de groupes de gens, hein. C'est pas nécessairement à l'échelle de chaque individu, mais qui sont associés à des risques d'évolution qui sont différents. Et c'est pour ça qu'au diagnostic, bon, là, on avait évoqué, c'est tout à fait logique, l'identification d'un pic à l'électrophorèse, en fait, tous ces éléments-là qui sont les éléments du suivi, on va dire, de routine. Mais en fait, vous avez une caractérisation de la maladie qui est beaucoup plus euh, précise que celle-là, notamment en France, ça faut quand même le dire, on a la chance d'avoir un système extrêmement bien organisé pour le suivi des patients et extrêmement centralisé qui permettent de définir des caractéristiques de la maladie qui sont associées à des risques plus importants d'avoir des myélomes plus agressifs. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter des éléments. Ouais, non, effectivement. Alors, bon, le myélome, ça reste, comme l'a dit Karine, hyper hétérogène, donc très différent, euh, entre d'ailleurs d'une phase de poussée à une autre phase de poussée chez la même Vraiment, oui. personne, ou alors d'une personne à une autre. Alors, on arrive à avoir maintenant ce qu'on appelle des caractéristiques cytogénétiques dès le départ, qui sont donc des anomalies chromosomiques au niveau des plasmocytes, et quand on les met en évidence, ça signifie parfois des maladies qui peuvent être un petit peu plus dures à maîtriser, pour lesquelles on devra peut-être faire un petit peu plus longtemps. Mais on a aussi, et ça on l'a montré récemment, des situations où la maladie revient un peu plus tôt qu'on ne l'aurait pensé, mais sans que dès le début on ait eu justement ces critères pour permettre de le détecter. Donc là, on travaille encore là-dessus pour essayer de trouver encore d'autres événements au niveau biologique, d'autres caractéristiques biologiques qui permettraient d'identifier mieux ces formes-là, qui heureusement ne sont pas la plus fréquente, mais qui pourraient justifier un traitement supplémentaire, et notamment l'utilisation un peu plus précoce des carticelles ou des nouveaux anticorps. On doit passer des questions. Il n'y a pas forcément de traitement meilleur en termes de comment pour mettre le myélome sous contrôle. Il n'y a pas de rémission. C'est vraiment chaque patient, je suppose, est différent, répond de façon différente. Oui, c'est vrai qu'il y a une certaine hétérogénéité. Pour autant, les progrès, c'est ça, moi j'aime bien cette idée-là, c'est que les progrès ont profité à tout le monde. Et notamment même chez les personnes les plus âgées. Il y a vraiment les nouveaux médicaments sont utilisés chez tout le monde. Et quand on regarde aujourd'hui les résultats des essais, alors évidemment, ça reste des moyennes.
Mais on voit maintenant des rémissions de plus en plus longues et on a eu des projections comme ça assez spectaculaires, des périodes de rémission qu'on peut avoir après un traitement avec 4 médicaments. Et on arrive en fonction des âges, avoir des rémissions de 10 voire 15 ans. Et donc, ça, c'est extrêmement important parce qu'en 10 15 ans, vous imaginez tout ce qui peut se passer, enfin tout ce qui va se passer, même sur le plan des progrès thérapeutiques. Moi, parfois, les patients me demandent, bah, si le myélome revient, qu'est-ce qu'on fera? Mais je suis incapable de lui répondre parce que les traitements déjà changent tous les 2 3 ans. Alors, dans 10 15 ans, on aura probablement des choses qu'on n'imagine peut-être pas aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, un message d'optimisme parce que vraiment, là, les progrès hein, sont réels et on les a vraiment bien montrés. Je me permets, docteur, il y avait une personne qui disait, ben, voilà, je rechute, je viens juste de rechuter après 15 ans de rémission, c'est dur. Mais c'est vrai que c'est toujours dur de rechuter pour un malade, mais c'est vrai qu'entre d'avoir tenu 15 ans, c'est aussi être ouvert aux médicaments d'aujourd'hui et pas de ceux d'il y a 10 ans, c'est d'avoir rechuté au bout de seulement 5 ans, Ouais, quoi. ouais. Donc c'est Et puis, c'est vrai que ça, ça laisse plein d'options à la thérapeutiques. fois, c'est presque, j'aurais presque envie de dire, je ne sais pas si je dis une bêtise, vous allez me le dire, et c'est presque un nouveau malade quand on a fait une rémission de 15 ans, non? Ouais, ouais, on pourrait presque dire ça. On pourrait presque. Parfois, on repart quasiment sur un traitement type première ligne, d'ailleurs, quand c'est comme ça. Donc, effectivement, on peut le voir un petit peu comme ça. Et les corticoïdes, c'est vrai que c'est ça aussi, ça en énerve plus d'un et plus d'une. Est-ce que, c'est tout le long du traitement, il faut prendre des corticoïdes ou alors est-ce qu'à un moment donné, vous pouvez alléger? Bah là, je commence et après, sur cette question, je passerai la parole à Karine en lui posant une question du coup aussi directement. Moi, les corticoïdes, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment le médicament antitumoral d'action rapide. Donc, très utile à la phase initiale, quand il y a une insuffisance rénale, quand il y a une atteinte osseuse qui fait très très mal, quand il y a une compression éventuellement venant d'une vertèbre qui vient un peu comprimer la moelle épinière. Et puis après, la tendance aujourd'hui, c'est de les arrêter assez rapidement parce que les autres médicaments prennent le relais. Et la question moi, que je pose à Karine, c'est que même aujourd'hui, je trouve qu'avec un anti-CD38, encore plus avec un bispécifique, on a envie de moins on a encore moins envie de les utiliser parce qu'on peut se dire que ça va peut-être à la limite diminuer l'action de l'autre médicament. Oui, excuse-moi, oui, c'est bon, je suis ouverte. Oui, non, mais moi, je suis complètement d'accord avec toi. On a aujourd'hui des médicaments qui sont des immunothérapies, qui utilisent clairement le système immunitaire pour être efficaces. Alors, je ne parle pas de maîtrise des effets secondaires ou de maîtrise de réactions inflammatoires qui pourraient être associées, hein, mais sur le côté efficacité des traitements, il n'est pas totalement logique de maintenir au long cours, et encore une fois, on ne parle pas du tout à fait la prise en charge de départ, hein, des traitements de type corticoïde, surtout qu'on utilise quand même des doses qui ne sont pas neutres, hein, pour prendre en charge ces patients. Donc aujourd'hui, c'est vrai ce sont de puissants immunosuppresseurs, on les associe systématiquement dans le myélome à toute la suite du traitement, et je pense que ça, c'est aussi des choses qui vont évoluer. C'est un peu un résidu d'un moment où c'était quand même le traitement de base qui était absolument indispensable à la prise en charge. Et je pense qu'on doit aussi imaginer maintenant, et ça arrive de plus en plus en cancérologie de façon générale, des essais cliniques où on va éventuellement éliminer certaines molécules, alors que ce qu'on fait aujourd'hui systématiquement, c'est finalement ajouter des molécules supplémentaires. Je pense qu'il va être temps à un moment donné de réfléchir à ce type-là de stratégie. Encore une fois, on ne parle pas de toxicité ou d'effets dans certaines conditions particulières. Mais il a été montré hein, qu'ils synergisent avec les imides, avec les inhibiteurs de protéasome. Ça a été certain, ça a été beaucoup bien démontré par le passé. Aujourd'hui, sur les traitements bispécifiques ou carticelles, en dehors des questions de CRS ou de toxicité, on ne voit pas très bien comment il pourrait avoir un effet supplémentaire d'efficacité, j'entends, par rapport à ces traitements. Euh, Docteur Carlin ou professeur Tart, c'est quoi un traitement bridge? Commencer, hein, mais... Vas-y, Karine. Ouais. Bon, non, bah, Hein. Alors, Ouais.
Vas-y, bah, commence d'un point de vue clinique si tu veux, hein, mais Non, bah, le bridge, donc là on part le bridge, bon bah ça veut dire pont, c'est un traitement bon, qui fait le lien. Donc ça, on parle de ça dans les carticelles. On peut peut-être se mettre sur la peut-être la diapo des slide carticelles là quartier, comme ouais. ça. Voilà. Euh, Donc les là, carticelles, bah vous savez, alors là je vais voilà, laisser Karine après, là, on on peut le prend les mettre là. lymphocytes. Bon, Voilà. peut-être tu peux On commencer. prend Bon, du Vas-y, coup, là, on parle des vas-y, vas-y. carticelles. Donc, je vous rappelle juste en quelques mots. Donc, les carticelles, l'idée de base, c'est que dans votre tumeur, vous avez sans doute des lymphocytes antitumoraux, mais qui ne sont pas efficaces. Sinon, bien sûr, la tumeur ne pourrait pas se développer parce qu'on sait que dans les tumeurs, on a, et notamment dans le myélome, de puissants mécanismes immunosuppresseurs qui se mettent en place, qui font que les lymphocytes qui sont présents ne sont pas capables de détruire la tumeur. Donc, pour essayer d'avoir des cellules T efficaces, il faut prendre des cellules circulantes qui, elles, n'ont pas été rendues fatiguées, anormales par le contact avec la cellule tumorale. Mais ces cellules du sang, pour le coup, elles ne sont pas capables de reconnaître la tumeur. Et donc, on va les modifier pour les rendre capables de reconnaître la tumeur. Donc, on prend le sang, on modifie les lymphocytes en y ajoutant un gène, le CAR, Chimeric Antigen Receptor, qui est une construction qui va avoir à la fois un fragment d'anticorps qui reconnaît la tumeur et une partie de signalisation. Et donc les cellules T ainsi modifiées vont à la fois être capables de reconnaître les cellules cancéreuses et de s'activer et de pouvoir les détruire. Là, une des questions qui se pose quand même, c'est que cette production, elle est faite pour chaque patient. Chaque patient a ses propres carticelles qui sont produits à partir de son sang. Et donc ça prend, c'est pas comme administrer une molécule qui serait toute prête, ça nécessite une production de cellules et ça nécessite un certain délai. Et ce délai, il est incompressible pour fabriquer cette cellule médicament, cette cellule qui va ensuite éradiquer la tumeur. Or, lorsqu'on fabrique cette cellule et lorsqu'on est dans ce délai, bah, ce délai, il sous-entend que on a des patients qui peuvent avoir une maladie qui évolue. Bon, de toute façon, si on propose ces traitements, c'est parce qu'on est déjà sur des patients qui sont en rechute. Et donc, on va vouloir mettre en place des stratégies d'attente, de pont, pour arriver jusqu'au traitement par les carticelles. Voilà, je ne sais pas si ça te convient, Lionel, si tu veux apporter des Ouais, éléments. ouais, bien sûr, non, Voilà. non, t'as tout dit, hein. Mais Ouais, voilà. L'idée, c'est ça, c'est de faire ce pont, bridge, ces ponts, juste, hein, ouais. entre les traitements qu'on avait donnés avant, le patient rechute, on va faire des CAR-T, et là, il faut attendre que qu'on puisse faire l'ensemble de la prise en charge thérapeutique avant de pouvoir administrer ces cellules T modifiées autologues. Et donc, pour le bridge, ce traitement bridge, c'est un traitement pour attendre, un traitement classique, je veux dire, Ouais. ou alors il y a une formule. Alors le bridge, bah, alors l'intérêt principal, c'est de maintenir la maladie pendant la phase de fabrication et aussi d'arriver dans des bonnes conditions au traitement par carticelle, parce que si on arrive à faire des carticelles là, dans une situation de maladie progressive, par exemple, ou avec une quantité de cellules trop importante, on sait que la toxicité est plus importante et peut-être l'effet des carticelles sera moins bon. Donc on essaye aujourd'hui de faire donc un ou deux cycles comme ça pour arriver avec une maladie bien contrôlée. Ça, c'est important. Alors on va utiliser les médicaments qui n'ont pas forcément encore été utilisés. Alors c'était un peu difficile au début. Alors c'est vrai que quand on utilise des carticelles chez des personnes qui ont déjà eu trois ou quatre traitements, parfois il n'y a plus trop de traitements disponibles. Alors on est un peu obligé de combiner. Les carticelles, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir les utiliser plus tôt maintenant. Et donc on va être dans des situations de première révolutivité. Et donc là, on aura le bridge assez facile. Donc, on pourra utiliser probablement un anti-CD38, peut-être un inhibiteur du protéasome, un immunomodulateur. On évite d'utiliser de la chimiothérapie conventionnelle parce que on sait que ça, c'est pas forcément très très bon pour la toxicité du CAR. Évidemment, avant le recueil, il faut éviter d'abîmer les lymphocytes. Donc, étant donné que les quartiers vont se placer maintenant assez précocement dans l'histoire de la maladie, on arrivera à gérer, je pense, ces problèmes-là. Et en remontant de ligne, ça permet aussi d'avoir, parce que l'une des causes, donc vous avez un cancer, donc bien sûr les lymphocytes peuvent être affectés parce qu'on a un cancer de façon systémique, parce qui les affecte beaucoup, c'est les traitements quand même que l'on va réaliser au fur et à mesure. Et en remontant, on a aussi des cellules T qui vont être enfin, qui ont un potentiel plus important à être transduites à être modifiées par le gène que l'on rajoute et plus efficaces derrière pour aller
détruire les cellules cancéreuses. Donc c'est aussi une bonne nouvelle d'un point de vue purement immunologique. Et il y a Ouais, un ordre dans ces stratégies innovantes, les CAR-T, les bispécifiques, on commence par l'un, par l'autre. Est-ce que c'est important? ouais, c'est important parce que là, on est dans une stratégie un petit peu de séquence thérapeutique. Parce que autant on a montré que faire un carticelle et puis derrière, s'il y avait besoin, arriver avec nos bispécifiques marchait bien, autant l'inverse, bah, les bispécifiques pour l'instant, c'est des traitements assez continus et donc faire des carticelles après les bispécifiques, bah, déjà on agit sur la même cible. Donc peut-être que quand la maladie revient, c'est que la cible soit est moins exprimée, soit a été modifiée, donc est plus sensible au traitement qu'on va pouvoir lui faire à cause de mutations notamment. Et puis peut-être que les lymphocytes arrivent un peu épuisés. Et donc faire des carticelles après les bispécifiques, ça marche un peu moins bien. Donc on préfère faire l'inverse. Alors peut-être que ça va être un petit peu chamboulé par le fait qu'on va avoir des traitements bispécifiques à durée fixe, d'efficacité plus longue. Et surtout, comme on arrive à avoir aujourd'hui des nouvelles cibles, bah, peut-être qu'on arrivera à faire des bispés contre une cible et puis derrière des cartis contre une autre. Voilà. Pour l'instant, l'ordre, c'est quand même carticelle quand on peut le faire. Et il y avait une question, j'en profite, qui disait, y a-t-il des contre-indications au carticelle? Bon, en fait, très peu. Ce qu'il faut juste pour les carticelles, c'est que l'état général de la personne soit bonne pour pouvoir supporter quand même la fièvre qu'il peut y avoir, notamment, et que la maladie soit correctement contrôlée. Mm. Il n'y a pas de limite d'âge. Mm, Non, pour moi, la limite, c'est plus l'âge physiologique, en fait, hein. Mais bon, nous, c'est vrai qu'on C'était a une une question, hein. personne, ouais, ouais, qui avait, je crois, un peu plus de 80 ans, qui arrivait Ouais, comme ça, d'accord. en pleine forme à ma consultation. Je l'ai fait marcher, il a quasiment fait un sprint dans le couloir. Je lui ai dit, bah, ok, hein, moi, je suis d'accord pour les carticelles, ça s'est très bien passé, hein. C'est vraiment, c'est le bon état général. Et ce qu'on voit aujourd'hui, et ça c'est intéressant quand on prend un peu de recul et qu'on pense à ce qu'on faisait il y a 20 ans, on voit aujourd'hui des gens qui ont des traitements du myélome et qui vont très bien, y compris les gens âgés qui sont beaucoup plus autonomes qu'avant parce qu'il y a quand même moins de maladies osseuses, les traitements sont moins toxiques aussi sur l'organisme et donc beaucoup de patients arrivent comme ça en forme et peuvent donc enfin peuvent tolérer ces traitements. Audrey, tu veux bien nous remettre la slide sur les bispécifiques que le professeur Tart nous explique, tu sais, celle où il y a Ah, je vais vous le passer, là. les deux. Ah oui, Ah bah donc, voilà, c'est bah ça, celle-ci. c'est simple. Voilà, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc, les bispécifiques, juste pour rappeler, normalement, les anticorps que vous avez dans votre corps, ils ont toujours ces deux sites de reconnaissance de la cible, ces deux petits bras là, que l'on voit ici, qui reconnaissent la même chose, heureusement d'ailleurs. Et du coup, c'est comme ça que vous vous défendez contre l'ensemble des pathogènes, contre les tumeurs, etc. La révolution des bispécifiques, ça a été d'être capable de créer, donc ce sont les anticorps que l'on crée, hein, qui n'existent pas dans la nature, des anticorps qui vont reconnaître deux cibles différentes. Et l'idée, c'est de les faire reconnaître d'un côté une cible présente sur la cellule tumorale et de l'autre côté une cible présente sur les lymphocytes T pour créer comme ça un pont entre les deux types cellulaires. Alors la cible qui est présente sur la cellule tumorale, c'est souvent une cible qui est d'ailleurs la même que celle qui est ciblée par les carticelles, hein, enfin la plus fréquemment ciblée, en tout cas dans les carticelles initialement développées. Cette molécule s'appelle BCMA, qui est présente sur les plasmocytes. Et la cible qui est sur les lymphocytes T, c'est une molécule super importante pour eux, qui s'appelle CD3. Alors CD3, c'est la molécule qui sert à assurer la signalisation du signal de reconnaissance de la cible par les lymphocytes T en situation normale. Et donc comme ça, vous allez les activer, coller à la cellule tumorale, et alors même que, en tant que lymphocytes T, ils ne sont pas capables de la reconnaître, et bien là, vous les forcez à se reconnaître et à interagir ensemble, et donc vous forcez ce lymphocyte T à tuer sa cible. Et ça repose bien sur les cellules T qui sont présentes au sein de la tumeur, et il faut qu'il y ait les deux cibles qui soient reliées pour que ça crée une activation. Voilà, donc ça, c'est le principe de base. Les évolutions qu'on voit aujourd'hui, hein, c'est que donc il y a cette cible qui est bien connue, hein, BCMA, mais aujourd'hui, on a d'autres cibles qui sont disponibles à la surface des cellules tumorales, hein. Le CD3, c'est toujours la cible qu'on cible sur le lymphocyte T. Et donc ça, c'est aussi une ouverture pour avoir, je crois que Lionel l'a évoqué juste avant, hein, mais si par exemple on est en échec
demain d'un CAR-T BCMA, d'avoir aussi éventuellement des anticorps bispécifiques qui vont cibler d'autres cibles que ce BCMA, et donc de pouvoir ainsi s'affranchir des problèmes qui sont toujours le cas dans les CAR-T, hein, dans le myélome ou ailleurs, de perte d'expression de la cible, et de pouvoir avoir une autre stratégie thérapeutique disponible. Et il y a d'autres anticorps bispécifiques avec une autre cible que BCMA qui sont actuellement disponibles sur le marché, Je peux en te le- France, on va dire. Ouais, c'était une question. Alors, je suis en train de répondre. Ah, Bon, mince. du coup, je vais le dire là. Alors, il y avait une question évidemment sur le talquetamab. Ça, c'est Ouais. l'autre cible très en vogue là dans le myélome parce que exprimée aussi par les plasmocytes myélomateux. Elle s'appelle la GPRC5D. C'est une grosse protéine accrochée à la membrane. Cet anticorps qui marche exactement comme ce qu'a montré Karine, mais avec donc cette cible-là et aussi très très efficace. Il s'appelle le talquetamab. Et malheureusement, on ne peut pas l'utiliser en France en dehors des essais parce qu'il n'a pas été accepté au remboursement. Alors, on l'aura peut-être un jour en combinaison, mais il faudra attendre un peu plus d'avoir les essais actuellement comparateurs parce que nos autorités de santé attendent ces résultats d'essais comparateurs pour valider un traitement et lui donner accès au remboursement. Il devrait très prochainement être représenté à nouveau au niveau de la HAS. Voilà. Exact. Voilà. Et on bataille au niveau de la HAS, au niveau de la F3M voilà, pour que les choses bougent. Mm. Merci Laurent, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, je crois, parce que Bon. c'est vrai que les traitements, les solutions thérapeutiques avancent vite, mais faut-il encore que la HAS les valide et c'est pas toujours gagné. Mais juste, ça me permet de dire aussi l'importance, hein, je pense que tous les deux, vous serez d'accord avec moi, l'importance des essais cliniques et l'importance pour les malades Tout à de fait. participer aux essais cliniques. Là, le docteur Lionel Carlin disait que voilà, la chaise demande des études comparatives, hein, mais voilà, pour ces études comparatives, il nous faut aussi des malades qui rentrent dans les essais cliniques. Et ce que je dis toujours, hein, et je pense que vous êtes être dans un essai clinique, c'est un plus, c'est jamais un moins. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'on a soit, quand il y a des bras comparateurs, soit on a le traitement standard qui marche bien, ou soit on a un traitement avec des chances supplémentaires en plus dans l'autre bras, quoi. Et Ouais, ça, c'est ouais, vraiment ouais, merci. important. Ouais. Moi, ce que j'aime bien expliquer, c'est quand on propose à un patient un essai de phase 3 où il a une chance sur deux d'avoir le bras comparateur. Donc, il n'y aura pas là de bénéfice direct pour lui, mais j'aime bien dire finalement que même dans ces cas-là, il y a un bénéfice pour la communauté médicale en son entier, pour la communauté des patients. Et donc, évidemment, hein, on est toujours motivé pour proposer des essais et essayer de les faire avancer le plus vite possible parce qu'effectivement, il n'y a que comme ça qu'on peut accéder aux innovations thérapeutiques et aussi avoir les réponses qu'on pose sur la supériorité d'un traitement par rapport à un autre. Merci. Sophie, tu as le micro coupé. Micro. Quand on ne répond plus à un traitement avec une cible BCMA, si jamais on veut entrer dans un essai clinique avec une autre cible, mais qu'on ne répond pas, c'est ce que tu disais, Laurent, avec les bras comparateurs, c'est difficile de comparer à ce moment-là. Si jamais on ne répond pas à un traitement, de comparer, c'est compliqué. Ah oui, oui, effectivement, on est obligé d'avoir ces essais où les deux groupes de patients sont strictement comparables, hein. C'est la seule manière, effectivement, de pouvoir démontrer la supériorité d'un traitement par rapport à l'autre. Ouais. Et ta question, Sophie, je pense, va plus sur le fait, Ah, j'ai peut-être lorsque pas les compris. gens sans solution, où il y a parfois le bras comparateur, Ah, et on n'est plus dans un essai de phase 3 dans ces cas-là, parce qu'il n'y a pas de bras comparateur. oui. Mais c'est vrai que parfois, c'est extrêmement difficile pour ceux qui challengent les Oui, essais cliniques. effectivement, à ce moment-là, effectivement, il faut proposer, alors là, pour le coup, des essais de phase précoce, des essais de phase 1 ou phase 2, où là, il n'y a qu'un seul traitement qui est le traitement expérimental. Euh, et ça, il faut,
il faut pouvoir avoir ces essais, donc c'est important, hein, de pouvoir. Alors là, il faut, on a besoin d'attractivité. Donc bon, là en France, on est encore bon, hein, de la recherche clinique, on a des super équipes, ça marche Vous êtes très bien. bon. Il faut qu'on garde cette attractivité vis-à-vis des laboratoires pour que justement ils puissent nous proposer leurs nouveaux médicaments avant tout le monde et pour qu'on puisse en faire bénéficier les patients. C'est ce qu'on a vécu, hein, avec les carticelles, des bispécifiques, hein. C'est vraiment une belle aventure. On a vu comme ça des maladies répondre de manière vraiment très, très, très bonne, alors que c'était des personnes qui avaient reçu beaucoup de traitements auparavant et que bah, jusqu'alors, enfin avant, avec soit la dexaméthasone, soit même d'autres médicaments, on arrivait seulement à un tiers des patients qui montraient une réponse. Avec les anticorps bispécifiques, on est quasiment à 70%, 60-70% de réponse. Avec les carticiels, c'est presque 90-100%, notamment avec celui qu'on va avoir normalement là d'ici la fin de l'année, au début d'année prochaine. Donc c'est ça, hein, effectivement, ces essais ont permis comme ça de pouvoir avoir des efficacités qu'on ne soupçonnait pas. Et je pense qu'il faut bien se rappeler qu'en France, on a quand même effectivement une vraie chance sur enfin, même si on peut en discuter, mais vous êtes pris en charge dans un cadre très organisé à l'échelle de l'ensemble du territoire, avec un accès possible à des traitements extrêmement innovants. Et ça va continuer. C'est-à-dire que les essais, c'est ce que disait Lionel, hein, des nouveaux essais de phase 1, des nouveaux essais de phase 2. Il y en a très régulièrement. Il y a plein de nouvelles stratégies qui vont arriver. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment aujourd'hui d'être pris en charge au mieux. Et on sait que derrière, il va y avoir assez prochainement de nouvelles stratégies thérapeutiques, d'autres cibles, d'autres types de thérapeutiques, d'autres types de cellules médicaments et d'autres stratégies, même sans doute in vivo dans le myélome comme dans le reste d'ailleurs, qui vont arriver et qui vont encore faire évoluer ces stratégies thérapeutiques. Et juste pour finir sur les essais cliniques, il y a une chose que je dis souvent, c'est qu'il y a un effet secondaire des essais cliniques, c'est on a encore un meilleur suivi, un meilleur accompagnement, souvent quand on est dans Ouais, un c'est essai vrai. clinique. J'appelle ça l'effet secondaire positif, mais Ouais, je ouais. pense que c'est quelque chose Ouais, d'important avec aussi. parfois du personnel dédié, et ça, les gens, ils aiment bien Ouais. parce qu'il y a toujours le même infirmier ou la même infirmière, ça, c'est vrai. Ouais. Mm. Donc, à tous les malades du myélome, il faut qu'on tienne encore longtemps pour, pour que vous ayez, vous, nos chers médecins et chercheurs, la possibilité de développer des nouvelles molécules pour nous soigner. Ouais, ouais, le temps joue à notre faveur, hein, c'est souvent ce qu'on dit. Donc, on va essayer de maintenir, de contrôler la maladie, soit avec des nouveaux traitements, des essais, soit en reprenant comme ça des combinaisons de traitements. Et c'est ce qu'on arrive à faire de mieux en mieux. Et ça permet d'attendre l'opportunité d'un nouvel essai, d'un nouveau traitement qui arrive. Ouais. Audrey, tu veux bien passer la slide suivante parce que je vois l'heure Ouais. Passe vite, hein. avancer. Donc, on va peut-être, parce que bon, ça, on l'a vu, voilà, arriver aux questions. Donc, est-ce que les quartiers en première ligne, pourquoi pas? Pousser pour On essaie, bientôt? non? Ouais, c'est pour bientôt, je sais pas, parce que là, c'est en cours d'essai. Et puis, bah, en Ouais, c'est première ça. ligne, comme maintenant, on attend des rémissions qui pourront durer 10 ans, 15 ans, bah, il va falloir du temps pour attendre les résultats. Donc, pour l'instant, il y a un essai là, hein, qui s'est terminé avec le site Tassel contre l'autogreffe. Mais pour l'instant, pas de résultat dans un horizon proche. Il va falloir attendre un peu. Voilà, donc Par ça contre, reprend seconde ligne, la deuxième question, ouais. effectivement. Seconde ligne, oui, hein. Seconde ligne, normalement, bah, on devrait avoir l'accès au Siltacel, qui est Hmm. donc le carticelle aujourd'hui le plus efficace qu'on connaisse. Et donc, bah, on pourra l'avoir en deuxième intention. Et ça va vraiment changer les pratiques. Et c'est bien. Actuellement, actuellement, il est remboursé en troisième ligne, c'est ça? Actuellement, alors le Citacel n'est pas remboursé en France. On n'a pas pu avoir son accès comme on a eu l'accès de l'IDCL après 3 lignes antérieures. Mais suite aux données de la phase 3, on va pouvoir là avoir l'accès en deuxième ligne dans l'indication qui était celle de l'essai correspondant. Ok. Il y avait D'accord. des questions. Il y avait juste, je me permets, Sophie, tout à l'heure, j'ai vu des questions. Oui. Il y avait, sur les effets secondaires des carticelles et des bispécifiques, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, notamment par rapport aux bispécifiques et les infections. Mais voilà, il y avait des questions Oui. sur les effets secondaires de ces deux traitements
absolument géniaux, mais leurs effets Ouais, les risques secondaires. infectieux. Ouais. Ouais, bah, Karine, je sais pas si tu veux répondre peut-être. Oui, bah bon, bah, c'est effectivement, hein, bon, il y a une réalité en particulier dans les bispécifiques, hein, en fait, c'est aussi lié. Enfin, on a bien fait la distinction entre le CAR-T qui est une injection unique, enfin en tout cas aujourd'hui c'est comme ça, et puis les bispécifiques où on a un traitement qui est extrêmement prolongé. Et finalement, si on reprend un peu le schéma de départ où en fait on va activer finalement, euh, contrairement à une réponse contre un pathogène, vous activez que les lymphocytes T qui sont spécifiques de ce pathogène. Dans ce traitement qui est le bispécifique, et ben vous allez activer des T qui finalement n'étaient pas initialement spécifiques de la tumeur. Donc ça, c'est super parce que ils vont être capables de détruire la tumeur, mais du coup, ils ont été activés, réactivés, beaucoup activés. Bref, on a un certain nombre de mécanismes qui se mettent en place et qui peuvent expliquer qu'on a une sensibilité accrue aux infections. Donc ça, c'est une réalité. C'est aussi, je pense, l'un des éléments, et Lionel y reviendra, qui font réfléchir aujourd'hui sur la durée. Est-ce qu'on a vraiment besoin enfin, quand est-ce qu'on va pouvoir arrêter ces traitements et donc permettre aussi au système immunitaire du malade, en dehors de cette réponse, hein, de retrouver un contexte immunitaire normal avec des lymphocytes T dans la vraie vie. Vous n'êtes pas tout le temps activé, vous êtes activé et puis vous ne l'êtes plus. Et donc, c'est extrêmement important pour les cellules pour pouvoir garder leur fonctionnalité. Donc oui, hein, ça c'est une réalité qui plaide en faveur d'une évolution vers des schémas de traitement avec une durée de traitement et un arrêt de ces traitements euh, plus précoces. Je ne sais pas si tu veux compléter, Non, Lionel. non, hein, Voilà, c'est ça. Non, mais voilà, je veux dire, il veut amener t'as mais tout c'est dit, une réalité, effectivement, hein. hein, Ça, ouais, voilà. ouais. Mais Donc, sinon, bon, moi personnellement, je suis sous bispécifique. Il donne maintenant systématiquement un renfort en Bien immunoglobuline. sûr. Mais ça, bien on est sûr. obligé, ouais, ouais, Mais Ouais. c'est bien la preuve qu'il y a ouais. une problématique immunitaire. Et par ailleurs, je me permets de le mentionner, les immunoglobulines, c'est un vrai sujet hein, d'accès aujourd'hui. Ça paraît ridicule parce que c'est un traitement pour le coup d'une simplicité extrême. Mais il faut savoir quand même qu'on a des problèmes d'approvisionnement. Alors, bien sûr, les patients peuvent être privilégiés pour ça, mais en réalité, on ne peut pas imaginer que la stratégie juste soit de supplémenter tout le monde en immunoglobulines. Si on est capable à un moment donné d'arrêter ces traitements pour permettre une récupération d'une immunité normale, je pense que ça sera important. Hein. Il Et n'y a pas de concernant, ridicule quand on compare les quartiers avec les IV polyclonales en termes de complexité, mais Ouais. c'est une vérité. et les C'est CAR-T vrai. pour les insuffisants, les personnes en insuffisance rénale, ça se fait aussi. C'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. On n'a pour l'instant pas énormément d'expérience parce que c'est vrai que bah, on a commencé à les faire dans des situations qui étaient plus propices, hein. J'ai parlé de bon état général, quand même, éviter qu'il y ait trop de maladies, ce qu'on appelle les comorbidités associées. Alors, il y a quelques données qui ont été publiées sur ça. Ce qui est un peu compliqué, c'est pour l'étape qu'on dit de lymphodéplétion juste avant, qui vise à nettoyer un petit peu, enlever les autres lymphocytes pour faire la place aux carticelles qu'on apporte. C'est vrai que dans les situations d'insuffisance rénale, il est plus aisé quand même, ça on commence à avoir plus d'expérience de faire des bispécifiques. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, concernant Juste, les nouvelles, le congrès de la SH, ça dit quoi les nouvelles pour nous malades du myélome multiple? Qu'est-ce qui phosphore là-dessous? Bah, moi, allez, rapidement, après je laisse la parole à Karine, je retiens deux choses. La première chose, c'est des nouvelles associations, un résultat d'une association entre les anticorps anti-CD38 et les bispécifiques, avec des résultats d'efficacité qu'on n'avait jamais vus auparavant. Et ça risque un peu de bouleverser les choses, qu'on est en train là de changer. Alors, pas encore concrètement, mais de penser à des essais où peut-être les traitements de première ligne vont être complètement différents. Et puis le deuxième, et là je vais laisser Karine commenter, c'est des cartides in vivo, beaucoup plus faciles d'utilisation, mais là je laisse la parole à Karine. Ah oui, pour compléter, donc les quartiers, on a évoqué déjà rapidement plusieurs points qui peuvent être problématiques. Bon, leur efficacité est remarquable, hein, mais notamment il y a un délai de production. On a parlé de la question du bridge pendant ce temps-là. Et puis chaque médicament, c'est spécifique d'un patient. Donc il y a des coûts de production qui sont incompressibles. Hein. On peut dire que les laboratoires gagnent de l'argent, mais enfin, il y a quand même une réalité aussi de production. Aujourd'hui,
il y a une révolution qui est rendue possible aussi par les énormes progrès qu'on a fait dans la période Covid, qui a été très dure. Bon, il y a eu des révolutions en termes d'outils qui vont permettre d'injecter aux malades non plus le CAR-T, donc la cellule, mais le CAR lui-même, et donc de créer in vivo les CAR-T chez les patients. Et ça change tout parce que ce qu'on va administrer, c'est la même chose pour tout le monde, et c'est au sein du malade que ces lymphocytes T vont être produits et vont être, on l'espère bien sûr, là c'est des essais, on n'est pas encore dans la phase 3 randomisée contre des CAR, hein, mais c'est des essais qui sont quand même extrêmement intéressants, qui sont aussi développés dans d'autres maladies hein, où il y a des CAR-T, et donc de pouvoir créer in vivo ces CAR. Donc l'idée, c'est d'administrer des vecteurs qui sont de différentes natures, qui vont reconnaître les lymphocytes T et permettre de les modifier in vivo pour qu'ils expriment le CAR et qu'ils puissent être efficaces. Et ça, je pense quand même que c'est extrêmement excitant. Enfin, Lionel donnera son point de vue de clinicien sur la faisabilité de plus avoir à attendre les coûts qu'on espère quand même. Alors ça, bon, on les a pas aujourd'hui, mais qu'on pourrait imaginer être plus faibles et clairement des choses qui pourraient révolutionner la prise en charge des malades. Ouais, bien sûr. Tout ce qui simplifie l'organisation de l'hôpital est bon à prendre. On est bien Juste, d'accord. Voilà. j'ai eu la chance de participer au retour là, de l'IFM jeudi sur justement le congrès de l'ASH. Hein. Et c'est vrai que en tant que malade, quand on assiste à ça, c'est vraiment on est Ouais. ébahi de tous les progrès. Et je rejoins ce que disait Lionel sur moi, ce qui m'a frappé, c'est les nouvelles stratégies plus que les nouveaux traitements, et notamment comment la place des bispécifiques, des tréteaux, enfin toutes ces choses-là. Et puis alors voir des courbes d'essais cliniques où 100% des malades répondent positivement dans les premiers mois. Voilà, ça, je pense que en tant que c'est quelque chose d'assez extraordinaire de voir, même si voilà, on voit les progrès, on voit les raisons d'espérer, et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et puis, encore une fois, on ne le dit pas assez, on le dit tout le temps à l'F3M, mais on ne le dira jamais assez, de voir toute cette bande d'hématologues, de biologistes, de l'IFM travailler comme vous travaillez, avec des résultats qui nous apportent tellement. Enfin, voilà, ça, Juste dans c'est le une chat, source d'espoir de vous entendre et qui est vraiment extraordinaire. super, dans le chat, je vois qu'il y a une question sur les des carticelles génériques. Alors ça, effectivement, il y a aussi des travaux, on n'en a pas parlé, donc c'est juste comme il y a cette question. En fait, l'idée, c'est de produire, aujourd'hui, les carticelles, on a dit, sont autologues, donc c'est une production, un patient qui reçoit ses propres cartis. Mais bien sûr, l'idéal, ça serait d'avoir des cartis tout prêts qu'on pourrait du coup administrer sans avoir ce délai, ce bridge. Et ça, on peut l'imaginer avec des carticelles allogéniques. Alors ces cellules, bien évidemment, si je vous administre les lymphocytes T quelqu'un d'autre, ça ne va pas fonctionner. Il faut donc les modifier pour qu'elles ne soient pas rejetées immédiatement. Elles vont l'être, mais elles ne soient pas rejetées immédiatement et qu'elles ne soient pas non plus toxiques. Et donc, on les modifie. Mais finalement, comme les CAR-T, c'est déjà des cellules modifiées, on peut imaginer aujourd'hui avec les stratégies de modification génique, les systèmes CRISPR-Cas, etc., des modifications encore plus importantes. Et effectivement, il y a des laboratoires, notamment un laboratoire. Vous parliez de laboratoire chinois. Alors, les Chinois, maintenant, ils font beaucoup de choses. Hein. Ils sont très nombreux et dedans, il y a autant de gens intelligents que chez nous. Donc, forcément, il y en a qui sont forts. Et en tout cas, il y a des développements. Il n'y a pas que des laboratoires chinois. Il y a des laboratoires français, franco-américains qui développent ça aussi. Donc, des stratégies pour avoir des quartiers qui soient utilisables chez un grand nombre de patients et donc qui empêchent cette problématique aussi d'épuisement d'été chez les malades ou de longueur de préparation. Donc, ça fait aussi partie des pistes. Mais c'est vrai que les CAR in vivo, c'est super excitant. Il faut être clair, hein, tous les grands laboratoires pharmaceutiques qui produisent aujourd'hui les carticelles qu'on administre chez les patients, qu'on vous prescrit, hein, ont racheté des sociétés qui ont développé des CAR in vivo. Donc eux-mêmes y croient énormément et ça, c'est sûr que ça va faire partie des prochaines pistes. Ouais. Oh Et là moi, là, je c'est vous dis, tellement ouais. passionnant tout ce que vous nous racontez. Mais je vois là sur ma montre, il est 19h05. Je suis navrée pour toutes les personnes qui ont posé des questions auxquelles on n'a pas pu répondre directement. Mais comme vous l'a dit Audrey, vous pourrez avoir vos réponses avec un petit délai. Audrey, je vais te laisser reprendre peut-être la parole. Oui.
Parce que j'ai oublié une petite slide, mais je me suis, je me suis corrigée dans le chat si jamais vous voulez. Parce que la semaine prochaine, il y aura une prochaine webconférence. Ça sera mardi le 27. Parce qu'aujourd'hui, on est le 21. Ça sera avec le docteur Macro et le docteur Zantag et ça sera sur le thème Mieux vivre avec le myélome. Donc vous aurez de toute façon le mail après, enfin le mail avec le lien, mais sinon vous pouvez déjà vous inscrire maintenant, comme dit, pour ceux qui ont la chance d'être en direct et en live. Et vous l'aurez bien évidemment sur les réseaux sociaux ou si vous m'écrivez sur les diverses adresses mail. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment, tout le monde, le professeur Tarte, le docteur Carlin, Sophie, Laurent, pour ces webconférences qui sont toujours très instructives et là où vous êtes toujours très, très nombreux à participer. Ça nous fait toujours un très grand plaisir de voir que vous nous posez plein de questions, enfin, surtout aux médecins, je pense. Et Voilà. allez sur Milonnet, allez sur Milonnet, vous aurez aussi plein de réponses et tout le travail extraordinaire des tuteurs. J'en fais pas partie, donc j'insiste lourdement sur le travail des tuteurs et puis tout le travail aussi des vidéos faites avec les médecins d'IFM, avec tout le monde, avec tout, voilà. Et ça fait un boulot extraordinaire qui a été fait. Donc profitez-en, allez-y. Eh bien, on quitte cette Merci. webconférence chargée d'espoir avec toutes ces bonnes nouvelles que vous nous donnez, qui sont absolument formidables pour nous, malades du myélome. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Merci à nos chers médecins d'avoir participé, d'avoir Merci à répondu à vous. toutes ces questions. Merci pour l'invitation. Et À très puis, on bientôt. se retrouve donc le 27. Audrey, Laurent, bye bye. Au revoir Bonne à tous. soirée. Au revoir. Merci tout le monde.